Aujourd'hui, on fait une petite pause dans le grand cycle des vidéos sur Rushdie parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires qui me demandaient des conseils de lecture en philo politique. J'en ai eu aussi beaucoup qui m'ont demandé des conseils de lecture en philosophie des sciences et épistémologie. Aujourd'hui, je vais traiter la question de la philosophie politique et une prochaine fois la question de la philosophie des sciences. Générique! Pour te faire plaisir, hein. Les gens qui ne sont rien. Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous. T'aimes ça la merde. Bonjour, bonsoir, on est tous de vidéo c'est à des conseils de lecture de philosophie politique. C'est toujours très difficile de conseiller des livres en vérité. C'est toujours difficile de conseiller des livres parce que il y a toujours plein de manières d'aborder la question de la philo-politique et de s'y intéresser, plusieurs angles de vue. Et j'ai pas, si vous voulez, la science infuse pour vous dire, voilà, il faut d'abord lire ça, puis après lire ça, c'est assez complexe. Sachant que moi j'ai eu un parcours assez particulier, et que je me suis mis à lire certains livres avant d'autres, que je les ai pas lus évidemment dans l'ordre chronologique, et que la pertinence de mes ordres de lecture n'est peut-être pas aussi pertinente qu'il le faudrait. Mais bon, il faut bien se décider, il faut bien se jeter à l'eau, et je vais faire une liste de conseils de lecture qui sera dans l'ordre chronologique. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il manque plein de choses, mais c'est pour vous initier peut-être, pour les profanes en fait, c'est pour initier les gens qui connaissent mal la philo et la philo-politique. Dans l'ordre chronologique, je commencerai par l'apologie de Socrate. Alors c'est pas vraiment un texte de philo-politique à proprement parler, mais c'est un texte qui montre justement l'application concrète de la politique dans une démocratie en pleine déliquescence, à savoir la démocratie athénienne, qui en fait n'a plus grand chose de démocratique puisqu'elle est complètement contrôlée par une bande de sophistes. Et c'est ça que nous apprend l'apologie de Socrate. Et c'est bien de lire ce texte, parce qu'on voit comment Socrate retourne comme ça les sophistes, ce qu'il condamne à mort finalement. Allez, on fait un grand bond en avant, de presque 2000 ans. Le Prince de Machiavel. Alors, vous n'êtes pas obligé de lire tout le Prince, après ça reste un petit livre, mais c'est vraiment un livre très instructif. Parce que le Prince de Machiavel, c'est vraiment la question de savoir comment est-ce qu'on applique la politique, comment est-ce qu'on fait de la politique pour conserver le pouvoir. Et ce qui est très fort avec le Prince de Machiavel, c'est que c'est un texte qui date du XVIe siècle, il est encore d'actualité sur certains aspects. Et sans se limiter à la question de la fin justifie des moyens, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est un très beau texte. Ça peut être intéressant en fait de lire dans son intégralité parce que ça vous permet de comprendre comment Machiavel élabore sa théorie à partir des contraintes matérielles concrètes de l'époque. Machiavel n'écrit pas un texte comme ça ex nihilo dans le ciel des idées qui aurait vocation de proposer un modèle qui s'appliquerait en tout temps et en tout lieu. Bon allez, troisième conseil, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau, ça me semble absolument incontournable. Alors, oui, il y a des chapitres qui sont un peu chiants et un petit peu rébarbatifs, mais globalement, le livre 1 sur la question de la citoyenneté, bon, il y a d'autres questions évidemment, la question du droit du plus fort, des premières institutions, le livre 2 sur le rôle du législateur et comment on l'institue, le livre 3 sur les risques d'usurpation, de la souveraineté populaire par le gouvernement, etc., etc. C'est un classique, il faut le lire. Ça vous évite presque de lire Thomas Hobbes, même si en fait ça vous évite pas de lire Thomas Hobbes, mais vous avez toute cette réflexion autour de l'état de nature, comment on en sort, le mythe de l'état de nature, et comment, quelles sont des institutions véritablement démocratiques, des arguments très forts aussi qui sont en faveur justement des institutions démocratiques. Ça peut être pas mal. Et c'est un texte qui permet de comprendre vraiment ce que c'est qu'une démocratie. C'est-à-dire qu'une démocratie, c'est pas juste on va aux urnes pour élire des représentants. Rousseau serait formellement opposé à ce genre de démocratie. On peut, avec Rousseau, essayer d'imaginer la construction d'un régime qui serait véritablement démocratique. Après, c'est un choix, ce sont des valeurs qui nous disent on a envie de ça. Mais Rousseau est d'une grande aide pour cela. Le quatrième conseil de lecture, même période, même époque, Kant, qu'est-ce que les Lumières? Petit texte, très simple à lire, qu'est-ce que les Lumières de Kant? Alors c'est pas aussi démocratique que Rousseau, d'ailleurs ça ne l'est pas tellement, peut-être même pas du tout, mais ça nous amène à nous questionner sur la manière justement d'envisager ce que c'est que la liberté politique. La liberté politique, on s'imagine, c'est avoir des droits, c'est notamment voter, c'est pouvoir prendre part à des décisions politiques. En fait, Kant questionne de manière plus générale ce que c'est que l'autonomie, parce que évidemment, pour être libre politiquement, il faut être un peu comme Diego, libre dans sa tête. Et ce thème-là, il préfigure en quelque sorte la question de l'aliénation, même si Kant ne parle pas en termes d'aliénation. Quelqu'un qui a le droit de vote, quelqu'un qui a le droit de prendre des décisions politiques, mais qui a un esprit complètement étriqué, qui a des œillères et qui est incapable de réfléchir au-delà justement de ses préjugés, eh bien c'est pas quelqu'un de libre. Il suffit pas de donner à des gens des droits pour qu'ils soient libres. Et pour ça c'est vachement bien, qu'est-ce que les Lumières de Kant? En plus un tout petit texte. Cinquième conseil de lecture, je vais dire, j'hésite entre le Manifeste communiste et le Capital de Marx. Je pense que je conseillerais quand même le Capital. Même si c'est un livre assez difficile, il faudra y revenir, c'est compliqué, mais ça vous amène vraiment une compréhension de ce que c'est que la critique de l'économie politique telle qu'elle peut s'exprimer au XIXe siècle. Vous comprenez ce que c'est que l'exploitation, puis après ça vous amènera vers d'autres lectures, vous comprenez ce que c'est que l'aliénation. C'est assez précis, Marx, c'est difficile à lire, mais c'est précis. Lisez-le, ça vous donne une compréhension de ce que c'est que le capitalisme, de ce que c'est que l'économie politique, que vous trouverez difficilement ailleurs.
en tout cas à cette époque-là. Sixième conseil, on va basculer au XXe siècle, il faut faire des choix. Je vais sélectionner, allez, un texte qui fait un peu polémique, La route de la servitude de Friedrich Hayek. Donc c'est un traité extrêmement libéral, très très idéologique, mais assez amusant parce qu'il permet deux choses. Il permet de comprendre qu'effectivement l'idée de planification, dans le sens où cela se faisait dans l'Union soviétique, c'est une idée qui est absurde, mais c'est aussi une manière de comprendre comment justement les libéraux envisagent de manière très étriquée toute alternative au libéralisme. Et ça c'est pas mal parce que ça vous permet de rentrer un peu dans le cerveau des libéraux. Alors évidemment, les libéraux ne se limitent pas à Hayek, mais lire ce texte, ça peut être vraiment intéressant cela. Septième conseil de lecture, la théorie générale de Keynes. Alors c'est pas vraiment de la philo, mais vous avez le pendant d'Hayek. Comme ça. Et vous voyez un peu toute la critique, là encore, de la manière dont se fait la science économique, tout ce que l'on peut en dire et en redire, et toute la critique du libéralisme. Donc je vous encourage à lire Keynes, comme ça vous avez deux libéraux, vraiment un ultra-libéral comme Hayek, et un libéral plus modéré qui veut faire appel à l'intervention de l'État, Keynes. Huitième conseil, on revient plus dans la philosophie à proprement parler. Donc on reste dans les classiques et on reste à droite avec Hannah Arendt et les origines du totalitarisme. C'est une grosse somme de bouquins, là encore vous n'êtes peut-être pas obligé de tout lire, mais cela vous donne des concepts philosophiques précis et c'est difficile en fait de rentrer dans une critique de la notion de totalitarisme sans en passer par la lecture des origines du totalitarisme. La société sans classe telle qu'Arendt la présente et la présuppose, la liquidation de la lutte des classes, donc de ce fait la liquidation des antagonismes entre bourgeoisie et prolétariat, qui est une liquidation que je crois mystificatrice, peut être difficilement saisie et on peut difficilement lui adresser une critique pertinente sans en être passé par cette lecture-là qui est longue et fastidieuse, hein, je l'entends. Huitième conseil de lecture, je vous encourage à lire la théorie de la justice de John Rawls. Parce que pour moi c'est un texte un peu mystérieux, la théorie de la justice de John Rawls. Je n'arrive pas à savoir si Rawls est communiste ou pas. Je pense que les marxistes me diront, bah non, Doumit, tu délires, Rawls n'est pas communiste. Mais il y a une manière de reposer la question du contrat social de façon a priori libérale, dont les conséquences nécessaires semblent anéantir complètement le libéralisme. Je vous en dis pas plus, mais il y a chez Rawls cette idée-là de la position originelle, à partir de laquelle en fait on refonderait les institutions, et chaque individu à l'intérieur de cette position originelle, la position originelle c'est un peu le pendant de l'état de nature en fait en quelque sorte, serait ignorant de sa position future dans la société. Et évidemment, si vous ignorez quelle sera votre position future dans la société, il y a fort à parier que vous ne prendrez pas des décisions qui seront de type ultralibéral comme on l'entend aujourd'hui. Conseil de lecture numéro 9, plus controversé celui-là sans doute, mais je vous conseille de lire quand même Il faut s'adapter de Barbara Stiegler, parce que c'est une espèce d'historiographie, d'histoire comme ça du néolibéralisme, et ça permet de mettre un peu en perspective nos idées politiques. Souvent, il y a des adversaires un peu libéraux mentaux, simplistes, ou droitardés simplement, de manière plus basique, qui s'imaginent que dès lors qu'il y a une intervention de l'État, c'est du communisme. Ben, si vous pensez ça, c'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans ceux qui pensent que dès lors que l'État intervient, on a affaire à du communisme, ben, lisez Barbara Stiegler, et vous serez convaincu du contraire à la fin. Dixième conseil, un peu coup de cœur, je le dis comme ça parce qu'il en fallait 10, La société ingouvernable de Grégoire Chamaillou. Très bon livre, excellent livre de philo-politique. Ça fait partie des choses les plus intéressantes et éclairantes que j'ai lues cette année et que j'ai lues depuis bien des années. Je vous en dis pas plus, mais en gros, Chamaillou pose la question de savoir comment sont gouvernées nos sociétés. Et évidemment, comment sont gouvernées les sociétés capitalistes. Évidemment, elles ne sont pas gouvernées que par l'État. Et c'est là que ça devient intéressant. On rentre dans les théories économiques, on rentre dans l'histoire des mouvements sociaux, et on voit comment justement il y a eu une espèce d'aide permanente des théoriciens d'université pour servir un projet capitaliste contre les intérêts des travailleurs. C'est un super livre, là évidemment c'est très résumé ce que je dis, c'est très pointu, très bien documenté, c'est un ouvrage formidable. Lisez-le. Voilà, ce sont des conseils assez hétéroclites, j'ai fait exprès de donner des choses assez différentes. J'aurais pu rajouter de la littérature décoloniale, mais ça me semble plus compliqué pour débuter. C'est vrai que j'aurais pu mettre à égalité Les damnés de la Terre avec la société ingouvernable. Mais je voulais vous envoyer sur des choses assez différentes et assez basiques et assez fondamentales pour que vous puissiez aller après vers des choses plus pointues, plus complexes et peut-être plus enrichissantes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous à la deuxième chaîne de Doumit. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. A priori sur Roche dit. La bise, si vous êtes d'accord bien sûr.